Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoPradFX. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de présentation de la artillerie Hornet. Alors l'artillerie Hornet, c'est la petite sœur de l'artillerie Genius. Enfin, c'est la petite sœur, enfin la cousine même quasiment, parce qu'en fait, elle a presque plus rien à voir avec. Parce qu'en fait, la Genius, c'était la petite sœur réelle, par contre, de l'artillerie Sidewinder X1. C'était en fait la même chose, mais en plus petit. Là, on est carrément sur un nouveau modèle qu'ils ont créé. Alors du coup, qu'est-ce que ce modèle vient proposer et pourquoi il vient se placer en dessous de l'artillerie Genius? C'est pas forcément un modèle bas de gamme, c'est pas forcément ça, c'est pas forcément un modèle qui va permettre de faire des prints moins intéressants que la Genius. Au contraire, j'ai fait un espèce de versus, en fait, je l'avais mis sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram. N'hésitez surtout pas, hein, abonnez-vous à la chaîne également, mettez des likes et tout ça, c'est super important pour moi, ça me permet d'avancer dans mon contenu, ça me permet d'avancer également dans les choses que je peux vous proposer, parce qu'en fait j'ai de plus en plus de marques qui me contactent au final, vu qu'elles voient que ça les intéresse. Ça c'était le petit instant, on va dire réseaux sociaux et importance du partage. Donc du coup, comme je vous disais, la artillerie Hornet, j'ai fait un petit comparatif avec l'artillerie Genius, j'ai imprimé exactement la même chose, j'ai mis les réglages spécifiques que j'avais pour les deux machines, et en fait, à mon sorti un print quasiment similaire niveau qualité, c'était pareil quoi. Et pourtant, sur la artillerie Genius, on a beaucoup plus de features. On a un extrudeur direct drive, on a deux axes synchronisés, enfin on a deux aides synchronisées à l'arrière. Enfin, je veux dire, c'est pas le même genre de bécane. Par contre, celle-ci, franchement, on va dire, elle m'a agréablement surpris en fait par rapport au prix qu'elle coûte. Je crois qu'elle est à peu près dans les 200 euros, hein, tout juste dans les 200 euros. De toute façon, je vous mettrai un lien affilié dans la description qui vous permettra de la récupérer dans un entrepôt européen. Franchement, c'est une très bonne bécane. En plus, elle a un look assez sympathique. Donc, vous pouvez voir que là, en fait, on a un espèce de carénage plastique jaune. Ça fait un petit peu rappeler tout ce qui est carénage de voiture. Vous savez, par exemple, Bumblebee dans Transformers. Ça ressemble un petit peu à ça. Après, ouais, ils ont essayé de faire vraiment un design orienté voiture de sport. En fait, vous avez des aérations à l'avant. Vous avez, enfin, je sais pas, ça a une espèce de, enfin, ça fait un peu tuning, mais franchement, je trouve qu'elle est classe et ça sort un petit peu du lot de toutes les machines carrées avec des pièces soit imprimées, soit un carénage métallique et tout. Et détrompez-vous, si vous vous posez la question, est-ce qu'elle est aussi rigide justement qu'une machine métallique? Bah, en fait, le carénage, c'est juste un habillage parce qu'en fait, on a quand même des profilés. La machine repose sur des profilés aluminium. Enfin, je veux dire, il y a quand même le carénage, il est juste à l'avant et à l'arrière, mais même à l'arrière, on a un gros bloc et ça reste de l'ABS, donc ça reste quand même quelque chose d'assez costaud. Il y a beaucoup de machines électroménagers qui sont faites en ABS et qui sont costauds qui sont pas aussi fragiles qu'on pourrait le penser. Vous savez, les pare-chocs de voiture, bon après certains c'est plus de l'ABS, c'est de l'ASA ou des trucs comme ça parce que c'est fait pour résister aux températures, enfin à l'extérieur quoi. Mais franchement, ça c'est de l'ABS, c'est du très très bon plastique, il est super épais. Enfin, je veux dire, c'est costaud. Franchement, vous voyez, ça plie pas, c'est pas un truc souple ni quoi que ce soit, c'est vraiment rigide. C'est vraiment une bécane qui est vraiment, elle est vraiment rigide. Franchement, c'est une bonne bécane, on peut la soulever, il n'y a pas de souci. C'est vraiment costaud. Pour ceux qui se poseraient la question, du coup, justement, est-ce qu'elle est fiable ou pas? Bah, du coup, bah voilà, quoi, la réponse c'est ça, quoi. Alors après, je vais vous parler vite fait du carton. Je ne vais pas faire un montage tout simplement parce qu'en fait, comme vous allez la voir, vous avez une notice qui est super bien expliquée. Et en fait, ce montage-là, il n'est pas si compliqué que ça. On n'aura que 4 vis. On aura juste le portique à mettre les 4 vis. On aura la tête d'extrusion à sortir et c'est pareil. On a une vis dessus et on a en fait deux petites vis sur les côtés et en fait, c'est fini quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de spécial. En fait, vous avez une vis devant et les deux petites vis sur le côté qui vont venir se visser directement et le bloc est prêt. Après, vous aurez juste à prendre le câble. En fait, ce système de câble est bien, oui et non, je vais vous en reparler après. Enfin, il est bien, mais enfin voilà, je vais vous expliquer après. On a un support de bobine qui est super simple. C'est juste un truc à clipser. Vous voyez, c'est juste un truc en plastique. Alors par contre, je ne sais pas si ça va durer dans le temps, si on s'amuse à le déclipser, le reclipser, parce que le plastique, c'est un truc moulé, et en fait, vous voyez, il y a des petits morceaux des fois qui sont mal ébavurés. Mais après, il est super simple, hein, le plastique. Vous avez le support de bobine, vous avez juste à le poser, et puis prendre une bobine au pif. Vous prenez une bobine, et même une draft plast qui n'a pas le truc en entier, là, le tube, elle tient super bien dessus, c'est super simple à mettre. Du coup, en fait, vous mettez votre bobine et en fait, vous avez un extrudeur type Titan. C'est exactement le même style que sur la Genius et la X1, hein, c'est un Titan, sauf que là, on est déporté, on est en Bowden, on n'est pas en direct drive. Mais franchement, le Bowden, il est super bien pensé, c'est court, et franchement, enfin, je veux dire, il est vraiment bien conçu, quoi. C'est vraiment bien fait comme machine. J'ai pas rencontré de soucis avec, enfin, franchement, ça s'est super bien passé dessus. J'ai eu un petit souci, mais je vais vous expliquer tout de suite. Donc d'abord, je vais vous parler du carton et de ce qu'on a dedans à l'intérieur du carton. Donc je vais pousser la machine quelques secondes pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a dans le carton. Comme vous allez la recevoir, vous n'aurez pas des masses de choses à contrôler de toute façon.
Je vous mettrai une photo sur le côté de comment la machine est dedans, mais après ça, si, de toute façon, si vous la commandez, vous verrez comment c'est fait. En fait, vous avez une espèce de petit cache ici, et en fait, l'extrudeur, enfin la tête d'extrusion se trouvera dans une petite poche qui est sur le côté là. Donc vous inquiétez pas si vous la cherchez dès le départ. Donc ensuite, quand vous allez ouvrir le carton, vous allez avoir alors la petite pochette habituelle de artillerie et le petit manuel. Donc je vais pousser le carton. Il n'y a rien d'autre dans le carton, hein. C'est super simple, il n'y a rien d'autre du tout. Enfin, vous aurez le petit câble qui sera à côté et le câble secteur d'alimentation 220 volts qui sera également juste à côté. Donc franchement, c'est super simple, c'est super bien protégé en plus, c'est de la bonne mousse, c'est cool, quoi. Donc après, vous allez avoir la petite pochette et le manuel. Et comme je vous disais, le manuel, il n'y a rien de spécial dedans, à part qu'on vous explique tout ce qu'il y a dans la trousse. On vous explique également tout ce qui se trouve dans le carton, hein, le châssis, le portique, la tête d'extrusion, le support de bobine, et après les outils, et puis je veux dire, juste ça, quoi. Alors du coup, ouais, le manuel, après, il n'y a que 2 langues, hein. Vous avez de l'anglais et de l'allemand. Mais franchement, il est super simple à regarder. Après, je crois qu'ils ont le même manuel sur leur site, plus complet, hein, avec plusieurs langues. Mais comme je vous ai dit, franchement, il vous explique pas grand-chose. Enfin, franchement, il vous explique l'essentiel de la bécane. Il vous explique comment assembler le portique, comment régler les excentriques également, c'est tout expliqué. Bon, après, c'est en anglais. Mais comme je vous dis souvent, vous pouvez prendre votre téléphone portable et vous vous mettez en mode Google Traduction, vous mettez au-dessus, vous prenez une photo et votre Google, il va traduire automatiquement, ça va vous afficher tous les mots en français. Après, vous avez une petite partie qui vous parle de Cura. Vous avez un profil Cura. En fait, vous avez la carte, enfin, vous avez la possibilité d'ajouter la machine sur Cura. Et sur la carte SD, parce qu'en fait, c'est une carte SD, c'est pas une clé USB comme sur la Artillery Genius. C'est intéressant aussi. Après, alors je sais plus si on avait 2 fichiers dessus. Je crois qu'on avait 2 ou 3 fichiers. Et après, on avait les profils. On avait les profils. Et franchement, c'est super complet. Enfin, je veux dire, c'est artillerie, quoi. C'est la qualité, elle est là, quoi. Même la clé, c'est pas une clé plate dégueulasse comme certaines marques qui vous filent une clé que vous pouvez tordre de la main. Là, c'est une vraie clé. C'est un outil, quoi. C'est un vrai truc, quoi. C'est une chrome vanadium, quoi. Vous avez 10 et 8. Alors, du coup, vous avez la 10 pour régler les excentriques, la 8 qui peut vous permettre de déplacer la buse si vous avez besoin de la changer. Vous avez une buse de rechange dans le sachet. Vous avez un autre capteur pour le Z qui se trouve sur le côté. Là, vous avez un capteur Z ici. Si jamais celui-ci vient s'abîmer, si jamais vous faites un calibrage qui n'est pas bon ou quoi que ce soit, en fait, ce qui va se passer, c'est que votre Z, il va continuer à descendre et ça peut esquinter le capteur, ça peut le bousiller et en fait, le clic-clic ne marchera plus. Donc, du coup, on vous en met un de rechange si jamais c'est la première fois que vous avez une imprimante 3D. Vous avez des roulettes de rechange au cas où qu'elles se bouffent prématurément. Si jamais elles sont trop serrées, ça peut arriver qu'elles se bouffent. Surtout sur le Y. Ensuite, on a un adaptateur pour la clé, enfin la carte SD. En fait, on a un adaptateur qui se met en USB. Et en fait, vous n'avez plus qu'à brancher ça sur votre ordinateur. Et puis voilà, quoi. Du coup, vous pouvez travailler. Il n'y a pas des masses de choses. Alors, il n'y a pas la pince coupante habituelle qu'on trouve sur plusieurs machines, hein, je veux dire, ce genre de pince. Je trouve ça dommage qu'ils en mettent pas, parce qu'en fait, c'est pratique pour couper le filament en biseau, j'en parle souvent. Ça, vous en trouvez sur AliExpress, ça vaut 1,50 €, vous pouvez en commander. C'est des petits outils qui peuvent vous servir quand vous commencez de l'impression 3D. Je vous conseille ça. Je vous conseille également des petites brosses métalliques, vous savez, des petites brosses à dents, les espèces de brosses pour nettoyer. On peut nettoyer différents trucs comme ça, on peut nettoyer de l'acier, des trucs comme ça. Pour nettoyer les buses en laiton, quand elles sont chaudes, c'est pratique des fois d'enlever un peu de filament, surtout quand on fait de l'ABS. Mais bon, après, celle-ci, je vous la recommande pas pour faire de l'ABS, c'est pas vraiment fait pour, quoi. Alors après, je vais vous reparler d'autre chose. Vous voyez là, le petit truc, des fois, il clique un petit peu parce qu'en fait, ça accroche sur le petit morceau de plastique qui est mal usiné. Mais franchement, le support de bobine, après, c'est plus de l'esthétique. Après, on a tout un jeu de clés BTR. On a un petit embout en PTFE, en fait, qui va servir en fait, à amorcer. J'en ai déjà un dans l'extrudeur Titan, j'en ai déjà un. En fait, ça sert à mettre dans un petit bout, comme ça vous permet de l'amorcer et que le filament ne frotte pas sur les bords de l'extrudeur. Ça permet de le guider un peu mieux, quoi. Donc ça, je vais le poser à côté vite fait. J'ai fait le tour franchement du sachet. On a le câble USB pour la relier à l'ordinateur. Alors le port USB se trouve à l'arrière de la machine. Enfin, quand je dis à l'arrière, il est sur le côté là. Voilà, donc ici le port USB qui permet de la connecter à un ordinateur. Si vous voulez travailler avec l'ordinateur, vous pouvez travailler sur Répétier par exemple, Répétier Slicer. Vous pouvez connecter à la machine. Vous pouvez également la connecter si vous utilisez Octoprint. Après, vous pouvez aussi utiliser Répétier Server. Moi, je suis plus sur Répétier Server. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus complet qu'un Octoprint. On peut créer plusieurs instances. On peut connecter toutes les mêmes machines. Enfin, toutes les machines sur de l'USB et avoir les webcams sur chaque machine, contrairement à un Raspberry où il faut avoir. Avec Octoprint, il va y avoir chaque instance pour chaque machine, quoi. Donc ensuite, les points intéressants de cette machine-là. Je vais relever le fait qu'on a un tenseur de courroie sur le X, par contre on n'en a pas sur le Y. Alors le Y, en fait, il faut défaire les 2 petites vis à l'avant là et il faut tirer légèrement. C'est pour ça qu'ils ont fait un petit relevage, ça vous permet de le tirer avec le pouce et vous tendez comme ça. Mais franchement, de base, elles étaient bien tendues.
La vis, là, il faut faire attention, elle est un petit peu fine, donc il faut éviter de vous cogner dedans si jamais la machine est placée quelque part, à un endroit où vous passez souvent. Faire attention parce que c'est un peu fragile, vous risquez de l'embarquer, quoi, la vis. Enfin, je veux dire, c'est juste en fait une tige filetée qui est incorporée dans la petite molette en plastique. Donc ça peut être un peu fragile. Ensuite, donc à l'arrière, vous pouvez voir qu'on a un seul Z. Alors, ils ont mis le moteur Z en haut. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand le plateau il est tellement bas que si ça descendait, ça toucherait le moteur. Donc c'est pour ça que ils l'ont mis en haut. Après, c'est pas plus mal non plus de l'avoir mis en haut. C'est autre chose. Le moteur, en fait, au lieu de pousser, bah, il tire. Donc c'est pas mal non plus. On a comment dire, une espèce de système de noix qu'ils ont fait avec un morceau en plastique. Ça vous permet d'avoir un anti-backlash. Et on n'a vraiment pas de backlash, hein. Franchement, le Z, il est super stable, même si on n'en a qu'un. Franchement, la machine est bien conçue. C'est bien étudié. Après, on voit qu'Artillery, ils savent de quoi ils parlent. On a une gaine pour le plateau. Ça, c'est propre également. Alors, une chose que j'avais relevée quand j'ai sorti la bécane du carton, j'ai vu qu'en fait le plateau en verre là, en fait c'est un plateau type ultra basse. C'est exactement le même que la Genius et c'est une autre chose qui fait que en fait c'est exactement le même que la Genius à un détail près. Vous voyez qu'il y a un autocollant de 220 volts. C'est pas dit que quand vous allez sortir la vôtre, il y aura un autocollant de 200 volts. Je pense qu'ils les enlèvent. En fait tout simplement parce qu'en fait c'est une plaque de verre identique à la Genius. Donc à mon avis dans l'entrepôt, ils prennent les plaques de verre qu'ils ont à la sortie et voilà, ils les posent. Sauf qu'en fait, il y a un autocollant de 220 volts, mais ce n'est pas un plateau en 220 sur celle-ci, c'est un plateau standard en 24 volts typique, quoi, comme sur toutes les machines. C'est juste que la plaque de verre, c'est une plaque de verre qu'ils ont dû prendre dans l'usine du stock de Genius. Mais après, c'est exactement les mêmes dimensions que la Genius. Ce qui fait qu'en fait, vos réglages que vous utilisez sur une Genius, si jamais vous achetez la Hornet, vous pouvez les utiliser à quelques détails près. Il ne faudra pas oublier de régler la rétraction qui n'est pas la même. Sur la Genius, je vous rappelle qu'on est en extrudeur direct drive, donc on a des rétractions ultra courtes. Là, on est en extrudeur Boden, donc on peut augmenter un tout petit peu les rétractions pour éviter d'avoir du filament qui se balade, des filoches. Vous savez, tout ce qui est stringing et tout, quoi. Donc là, il faudra faire attention sur ce détail-là. Ensuite, je vais allumer la machine et je vais vous montrer l'écran là, parce qu'en fait, vous allez voir que c'est un écran à l'ancienne. C'est un écran, alors c'est pas un écran tactile, c'est un écran avec molette, style comme sur l'Ender 3 et tout ça. On est sur un Marlin 2.0, un vrai Marlin 2.0, hein, par contre. Elle est ultra silencieuse, on est sur des TMC. C'est une machine qui est vraiment silencieuse. On l'entend presque pas. La seule chose qu'on entend, c'est la ventilation. Là, ça va être un autre petit point que je vais vous montrer également de près. Vous pouvez voir que là, on peut le monter à la main. Franchement, l'axe, il est super bien réglé. Les excentriques, j'ai tout bien réglé. C'est nickel. C'est une machine qui est vraiment qualitative. Elle est stable. Franchement, elle est bien. Je trouve que dans un salon, franchement, ça fait classe. Vous posez ça sur une table dans le salon, on a une belle machine. C'est pour ça qu'en fait, ils ont fait de l'esthétique, je pense. C'est qu'on veut s'orienter un peu plus sur les familles. On veut viser un peu plus les familles. On aime bien les makers. Hein, moi, j'aime bien les makers. Je suis un maker. Mais voilà, je veux dire que c'est des machines qui commencent à s'ouvrir un petit peu, on va dire, qui se démocratise. On va dire qu'on va s'orienter un peu plus sur tout ce qui est famille, tous les gens qui veulent commencer à faire de l'impression 3D avec leur famille, votre femme, vos enfants, ou même si vous êtes une femme avec votre homme, parce que ça peut être bien aussi qu'il y a des femmes, des fois, elles veulent offrir des imprimantes 3D à leurs hommes, ou même pour elles qui veulent faire des choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui font du cosplay, qui font des costumes, ou même qui font de l'industrie chez eux, qui font d'autres choses, qui veulent une imprimante 3D pour commencer. Et franchement, mesdames, l'impression 3D sur ce genre de machine-là, franchement, c'est ultra simple. Vous allez voir que je dis pas que vous êtes. Enfin, je veux dire, c'est c'est ultra simple pour n'importe qui débute, que ce soit un homme, une femme, un enfant, ça peut être ultra simple. Après, un enfant, bon, je vais vous conseiller de faire quand même ça sous la surveillance d'un adulte. Hein, si vous êtes en très bas âge, un père ou une mère peut vous offrir une imprimante 3D, mais il faudra qu'il l'utilise en même temps avec vous. Pourquoi? Parce qu'on a des surfaces qui chauffent, ça peut être dangereux. Mais franchement, ce genre de machine-là, ça peut être classe sur un bureau d'étudiant qui veut s'amuser à faire des choses. Je sais pas, moi, vous êtes en études de mécanique, même vous faites de l'architecture ou pas mal de choses. Vous pouvez modéliser vos imaginations et ça peut être intéressant. Après, je vous ferai des tutoriels au fur et à mesure. Là, on va commencer à tâter un petit peu sur pas mal de choses. J'ai des projets, comme vous savez, des droïdes et tout ça qui vont arriver. J'ai la CNC et tout ça qui va arriver. Et justement, ça va ouvrir un domaine que je vais apporter petit à petit sur la 3D, modélisation 3D sur Fusion. C'est en fait la CNC, je vais utiliser Fusion pour extraire tous mes G-codes. On va faire de la modélisation. Je vous ferai le truc de débutant jusqu'à un peu plus avancé pour pouvoir commencer à tâter un peu d'autres choses. On va aussi faire des vidéos sur comment dire, les slicers, tout ça. Là, j'ai le Wi-Fi qui va arriver dans la grange. En fait, j'ai un petit un répéteur Wi-Fi qui va être installé dans la grange là que j'ai commandé. Donc du coup, j'aurai le Wi-Fi ici. Donc du coup, je pourrais vous faire des vrais directs ateliers pour ici discuter et vraiment travailler, ça sera interactif ensemble. Donc je m'éparpille pas trop sur ça, mais ça va arriver. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas le blabla, donc j'arrête de blablater. Voilà, donc je vais vous présenter l'écran, je vais vous faire un tour de la bécane, et la dernière chose que je vais vous conseiller de faire très attention sur cette machine-là, le point essentiel. En fait, vous savez que vous avez un câble ici, et en fait c'est une prise type aviation.
En fait, c'est une prise type aviation. Et en fait, vous allez me dire, mais il est où le Bowden? Bah, le Bowden, en fait, le câble PTFE est à l'intérieur. Il est à l'intérieur. Alors là, il en reste encore un peu de filament. C'est pour ça que ça force un peu. J'aurais dû ouvrir la pince, ça aurait été plus pratique. Voilà, j'ai encore un peu de filament. Je le remettrai dedans parce qu'il faut le sortir à chaud. Mais en fait, ce système-là, vous avez en fait tout le système de câbles électriques qui alimente en fait la tête d'extrusion. Vous avez les câbles pour l'alimentation des ventilos, les cordes de chauffe et la sonde. Vous avez tout qui se trouve à l'intérieur de ce câble-là. Alors, le PTFE est au milieu également. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la machine, quand elle fait des longs prints, ce qui peut arriver, c'est que si vous avez mal serré votre... En fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien le serrer. C'est super important de bien le serrer. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'il n'est pas bien serré, alors là, c'est pas dit que j'arrive à le replacer. Si, c'est bon. Moi, j'ai juste mon guide qui est sorti. En fait, vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Vous avez une espèce de petite encoche qui vous permet de le placer correctement. Et là, c'est super important de bien serrer cette partie-là. Si vous ne serrez pas cette partie-là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, la gaine va faire ça. Et quand elle fait ça, si elle est trop penchée sur un côté ou sur un autre, en fait, le système, c'est des pins, enfin des broches qui vont venir dans un trou. Le problème, c'est que si elle bouge, enfin si elle bouge légèrement comme ça, ce qui se passe, c'est que des fois, bah, ça touche plus. Et c'est ce que j'ai eu sur un gros print que j'avais fait. Je vais vous montrer les prints juste après. Il s'est passé qu'en fait, j'ai eu un thermal runaway. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'imprimante était en train de travailler comme ça sur un côté et en fait, bah, le câble était penché sur le côté, ce qui fait que ça ne touchait plus. La sonde devant, je l'ai vu qui commençait à faire n'importe quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'imprimante. Par contre, l'imprimante, ce qui est bien, c'est quand ça fait un thermal runaway, ça bip. Et ça bip en continu tant que vous n'êtes pas venu éteindre la machine. Donc ça vous prévient qu'il y a un problème. Le problème, c'est que l'impression était foutue. Je ne pouvais pas la reprendre parce que c'est un thermal runaway, il faut éteindre, il faut faire un reset et c'est foutu, quoi. Donc voilà, c'est super important. Vous voyez là, le câble il bouge. Il faut bien l'enfoncer dedans et il faut bien serrer la molette. Franchement, il ne faut pas hésiter à bien la serrer la molette. Il faut bien la serrer et là, vous voyez, ça bouge plus. Ça bouge plus. Là, franchement, ça bouge plus. Donc c'est pour ça, c'est super important. De temps en temps, il faudra contrôler que le serrage il n'a pas bougé parce qu'en fait, avec les vibrations, là, vous voyez, celui-là, il a été desserré un petit peu. Avec les vibrations de la machine, ça peut bouger un petit peu. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai modélisé une petite pièce. Je vous la partagerai un peu plus tard. N'oubliez pas de me la demander dans les commentaires, parce que des fois, j'oublie un petit peu de partager certains fichiers que j'ai fait. Et en fait, c'est une petite bague qui va venir se mettre ici, qui fait pile la hauteur quand en fait, la molette est serrée, ça fait pile la hauteur entre les quarts de ça. Et en fait, c'est une espèce de petite bague qui va venir se mettre là, de chaque côté, en fait, qui va venir prendre dans le sandwich. Et en fait, cette petite bague va permettre de coincer le câble définitivement, et en fait, ça se desserrera pas. Voilà. Donc ça, je vous le partagerai un peu plus tard. Il faut que je termine de la faire justement pour moi. Parce qu'en fait, je l'ai modélisé, mais je ne l'ai pas encore imprimé. Enfin, je veux dire, j'ai pas fait la version que je voulais faire parce que je voulais la faire en jaune de cette couleur-là. Ça, c'est un jaune melon. Si vous cherchez la couleur, j'ai un jaune qui venait de Filamentum. C'est un jaune melon. C'est exactement la même couleur. C'est pareil. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer autour de la bécane. Je vais vous la montrer. Je vais faire un petit tour global. Je vais allumer l'écran et je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. On va allumer la bécane. Donc on a le petit bouton à l'arrière. Tac. Donc vous pouvez voir Marlin 2.0.72. Donc c'est un des meilleurs Marlin, hein, c'est le dernier quoi, qui a été mis correctement à jour. Alors vous voyez que là en fait ça peut briller, c'est possible que ça brille sur la vidéo, je sais pas si vous le verrez. En fait j'ai laissé le film plastique de l'écran, en fait ça le protège. Et vu que je travaille dans l'atelier Grange là pour l'instant, en fait c'est bien parce que ça me permet d'éviter que la poussière vienne directement sur l'écran. Alors comme je vous dis, c'est pas un écran tactile, hein. Du coup ça vous êtes comme ça, c'est pas un tactile, ça gêne pas, donc du coup voilà quoi. Après, si jamais le film plastique commence à devenir un peu dégueulasse ou à faire des bulles, là, vous pourrez le décoller. Hein. Vous avez juste à passer un ongle sur le côté, là, et ça se décolle. C'est juste qu'après, si des fois dans le plastique c'est coincé, il est possible qu'il en reste un petit peu. Donc ça gêne pas. Donc, comme je l'ai dit, carte SD. Alors, carte SD, vous avez les pins de la carte SD qui se mettent vers l'intérieur. Ça se met comme ça. L'avantage, c'est que, vous voyez, Marlin 2.0 détecte que la carte SD a été insérée. Si jamais il ne la détecte pas, c'est votre carte SD qui peut avoir un problème. Si ça se fait ça, ne forcez pas, hein, et en fait ce qu'il faut c'est essayer de formater votre carte SD sur SD formateur et ensuite de la remettre. Hein. Après normalement la carte SD d'origine fonctionne très bien. Ensuite vous avez deux boutons, vous avez le potard ici pour aller dans les menus, mais ça je vais vous en montrer un petit peu, enfin je vais vous le montrer après. Vous avez un autre bouton ici, n'appuyez pas dessus quand vous êtes en train d'imprimer, c'est le bouton reset global. En fait si vous appuyez dessus là, ça réinitialise toute la bécane. Voilà. Alors après le petit bouton, là normalement c'est des petits boutons qui sont censés avoir une LED, mais en fait il n'a pas de LED, hein. C'est normal qu'il est comme ça, qu'il est noir. C'est qu'en fait derrière c'est un potard standard, ils n'ont pas mis de petit potard avec les LED. C'est dommage, j'aurais bien voulu un petit éclairage jaune, ça aurait été sympa. Mais bon, on s'en fout un peu de ça. Donc ensuite, la molette sur ce style de Marlin. Alors elle va nous servir à plusieurs choses. Dans un premier temps, c'est une molette cliquable. Vous allez pouvoir rentrer dans les informations. Vous avez les info screen, c'est le menu de base. Hein, quand vous voyez la petite flèche qui remonte vers le haut, c'est retour en arrière. Vous avez les mouvements. Alors ne touchez pas tout non plus. En fait, il va y avoir des réglages qu'il ne faudra pas toucher. Hein. Alors ici,
En fait, dans Motion, vous pouvez commencer à bidouiller quelques petites choses quand même. Vous pouvez faire Move Axis pour bouger vos axes. Vous pouvez faire Auto Home. Alors, Auto Home, c'est-à-dire qu'en fait, ça va revenir à 0. Tous les axes vont revenir se remettre en position end stop. Vous pouvez voir qu'elle fait pas de bruit. Elle fait exactement le même bruit que la Genius, en fait. C'est exactement pareil, pour ceux qui connaissent la Genius. Bed Leveling, ça va être un bed en 4 points. Je vais vous le montrer juste après comment on fait avec un post-it. Disable Stepper. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous faites bouger vos axes, les moteurs sont encore alimentés. Vous appuyez sur Disable Stepper et en fait, vous pourrez... En fait, vous voyez là, vous avez juste à cliquer, ça vous dit rien du tout. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, je peux bouger mes moteurs à la main. Ça évite d'esquinter les moteurs. Parce qu'en fait, si vous forcez... En fait, vous voyez le plateau, je peux le bouger là. Mais si jamais j'avais fait Auto Home, et qu'en fait, par exemple, si je fais Move Axis ici, si je fais bouger le Y, je fais bouger 10 par exemple, voilà, là, je ne peux pas le bouger. Là, le plateau, il est alimenté, il ne peut pas être bougé. Donc en fait, pour le bouger, il faut revenir en arrière. On revient en arrière, comme je vous ai dit, petite flèche vers le haut, Motion, et là, on fait Disable Stepper. Et là, on peut bouger le moteur, en fait, c'est désactivé. Donc voilà. Donc dans ce menu-là, je vous ai fait à peu près le tour. On fera un bed leveling juste après. Je vais continuer à vous présenter les différents menus. Donc dans température, vous allez avoir ici possibilité de régler soit la température de la buse. Vous pouvez monter comme ça, mais ça va être très très long. Donc ils ont fait un raccourci. Ici, bed, c'est exactement le même principe. Ici, le ventilateur, alors c'est les deux ventilateurs qui se trouvent de chaque côté de la tête d'extrusion. C'est ça aussi, c'est une chose que j'ai oublié de vous parler. Mais c'est une chose que j'adore sur cette machine-là, c'est qu'on a un double ventilateur. En fait, on a un de chaque côté pour refroidir la pièce quand on fait du PLA. C'est super pratique pour, par exemple, des ponts. C'est une chose qui a réussi super bien, en fait, c'est que les ponts le réussissent super bien. Alors vous avez vu que ça revient en arrière automatiquement si on ne fait rien pendant quelques secondes. Donc comme je vous disais, dans température, on va avoir ensuite Preheat, alors PETG et PLA. Pourquoi? Parce qu'ils ont, enfin à la base, sur certains Marlins, ça sera de l'ABS et du PLA. Là, ils n'ont pas mis de PLA, enfin d'ABS, tout simplement parce que la machine n'est pas prévue pour faire de l'ABS. Donc ensuite, Preheat, PLA. Donc là, il va vous proposer différentes choses. Preheat, PLA, c'est-à-dire qu'en fait, ça va faire chauffer plateau et extrudeur. Là, vous avez N. Ça, c'est pour la tête chauffante, en fait, c'est la buse. Et ensuite, ici, le bed, ça sera juste le plateau. Donc, plateau, en fait, si on clique ici, ça va le chauffer à 60. C'est pareil pour l'extrudeur, ça va le chauffer à 200 degrés. Si on fait preheat pour PLA, les deux, là, ça revient direct à l'accueil. Et là, vous pouvez voir que ça vous active 200 ici et 70. Bon, là, ils ont mis à 70. Moi, en général, je mets 60 pour faire du PLA, mais 70, ça marche aussi. C'est juste que si on est trop chaud pour du PLA et qu'on ne met pas de ventilation, le PLA peut rester un peu mou. Et sur certains PLA, ça réagit très mal. Donc ensuite, on va continuer. Donc température, j'ai fait le tour. Configuration, ça c'est le menu que vous n'aurez pas à toucher si vous êtes débutant en impression 3D. Vous pouvez faire par exemple PLA configuration, vous pouvez bidouiller un petit peu ici, vous pouvez changer les valeurs. Par exemple le bed là je peux mettre à 60 si je veux, comme je vous disais. Toutes ces valeurs là on peut les changer, on peut bidouiller un petit peu tout ça. Alors le bruit que vous entendez, c'est mon ventilateur parce qu'en fait il y a un petit bout de filament qui est passé devant. Donc du coup voilà, ensuite donc nozzle, fan speed. Alors fan speed, vous voyez que là en fait ça c'est la configuration du préchauffage du PLA. Quand on active préchauffage du PLA, là on peut voir que le ventilateur des côtés sont mis à 0. Mais on peut les activer. Ce que je vous déconseille de faire par contre, parce que si vous l'activez, quand vous allez faire une première couche, elle ne va pas adhérer au plateau si la ventilation est activée. Je ne vous parle pas du ventilateur qui se trouve à l'avant de la tête. Si vous êtes débutant, je vous parle de ceux qui sont sur les côtés pour refroidir la pièce. Donc ensuite, quand vous avez fait une modification dans ce menu-là, n'oubliez pas de cocher Store Setting. Alors, je reviens en arrière, par contre. Alors là, ça ne les a pas remis à 0. Les configurations que je viens de faire, ça ne les a pas remis à 0. C'est juste qu'il faut faire un Store Setting ici. Ça bip pour dire qu'en fait, ça a été enregistré dans la mémoire. Parce que si je n'avais pas fait Store Setting, que j'avais modifié le 60, quand j'aurais éteint la machine, que je rallume la machine, ça serait revenu à 70 si je n'avais pas fait ça. Donc là, on revient en arrière, configuration. Et là, vous pouvez faire pareil, par exemple, pour le PETG. Vous pouvez faire également un enregistrement global, comme vous aurez modifié ici. Parce qu'en fait, ici, on a le contraste de l'écran LCD. En fait, là, ça modifiera le contraste de l'écran ici, vous ne verrez plus rien si je mets le contraste très bas. Donc là, je vais le remettre par défaut, 255, ils le mettent à fond de toute façon. C'est très bien par défaut, on voit très bien comme ça. Donc voilà, donc on a fait le tour de ce menu-là. On peut aller dans les settings avancés, et là, ici, ça va être tout ce qui est réglage des pas par millimètre, de la vitesse, des accélérations et tout ça. Mais de base, la machine est très bien réglée, on n'a pas de souci de ce côté-là, filament c'est pareil, vous pouvez régler ici plein de choses, mais franchement, ça ne sert à rien d'y modifier toutes ces choses-là si vous êtes débutant en impression 3D. Tout ça, c'est vraiment des menus avancés pour les personnes qui ont vraiment les compétences pour le faire. Voilà. Donc ensuite, on a fait le tour d'ici. Donc load setting, c'est quand on a fait des modifications que voilà. Restore défaut.
Alors Restore Défaut, en fait, ça va restaurer l'EEPROM. C'est-à-dire qu'en fait, la mémoire par défaut de la machine, elle a quand même des paramètres qui vont quand même restaurer par défaut, même si vous avez fait Store Setting et Load Setting. Restore Défaut va remettre totalement la machine à zéro si vous avez fait des modifs que vous ne voulez pas garder. Donc voilà, on se retrouve sur le menu d'accueil maintenant. Et je vais vous montrer qu'en fait, la molette ici peut vous servir à d'autres choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un print. En fait, je vais vous montrer déjà comment on lance un print. Vous allez cliquer et vous allez aller dans Print from Media. Change média, alors c'est-à-dire qu'en fait, si jamais des fois vous mettez la carte SD qu'elle n'est pas détectée, il est possible que vous ayez à cliquer ici pour que ça la force à être détectée. Print from Media, donc là on va regarder s'il y a un fichier, donc là vous voyez Capodome, c'est une pièce que j'ai imprimée avec, vous allez cliquer dessus. Je ne vais pas l'imprimer. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'il vous demande quand même de valider. Pourquoi? Parce que des fois, si avec la molette vous avez glissé et que vous avez sélectionné le fichier d'en dessous, bah, il vous demande quand même, vous regardez bien le nom, que c'est celui du fichier que vous voulez imprimer. Donc là on va mettre Print. La machine, elle était déjà en chauffe, donc du coup elle va commencer à travailler. Bon après j'ai pas remis de filament, donc du coup ça va pas attaquer. Mais là en fait du coup ça va nous ouvrir un nouveau menu quand on va appuyer sur la molette. Vous voyez que le menu ce n'est plus le même. On a pause, stop, tune, température, et là on peut faire des petits réglages également de configuration et de change de filament. Si on clique sur change filament, en fait la machine va se mettre sur le côté, parce que si jamais vous avez votre bobine qui commence à être vide, en fait il faudra en remettre. Alors l'avantage, pour ce système-là, c'est qu'en fait, vous pouvez quand même avancer. Vous sortez du bonhomme, vous remettez du filament. Par contre, le petit inconvénient, c'est qu'on n'a pas de capteur de fin de filament sur cette machine-là. Du coup, bah, c'est à vous de surveiller votre bobine. Donc ensuite, dans configuration, là, on aura tout ce qui est réglage également, comme je vous avais montré au départ, donc on n'a rien à toucher ici. Température, c'est si on veut modifier la température à la volée, on peut le faire. Si on voit que c'est pas assez chaud ou pas assez froid. Donc là, je vais vous montrer ensuite dans Tune. Là, donc là, la machine a démarré un print. Mais bon, elle va pas faire grand chose parce que le PLA, il reste un petit bout là, ça va rentrer, donc je vais devoir l'arrêter. Donc ensuite, dans Tunes, je vais me dépêcher à vous montrer à quoi ça sert. Vous avez les vitesses d'impression, c'est-à-dire speed, la vitesse d'impression de la machine. On a le bed. Alors le bed Z, ça c'est en fait, vous pouvez tourner la molette si jamais votre plateau en fait il n'est pas assez bien calibré. Vous pouvez soit tourner les molettes, soit vous pouvez monter ici pour relever la première couche. Nozzle, c'est température de. Donc là, ici, on a la température d'extrudeur du bed. La vitesse des ventilateurs, si on voit que la ventilation ne va pas assez fort, ou si elle est trop forte, on peut la couper. Flow, c'est le débit d'envoi du plastique de l'extrudeur, parce qu'on peut régler la vitesse. Si on baisse la vitesse, ça va s'ajuster. En fait, le flow va être en conséquence, enfin, il va être proportionnel par rapport, on va dire, à la vitesse. En fait, le flow va suivre la vitesse. Mais ici, on peut réduire le flow si jamais on voit que ça injecte trop de plastique, malgré la vitesse. On peut quand même réduire le flow ou l'augmenter si on voit que jamais on n'injecte pas assez de plastique. Ça nous permettra également de savoir si notre extrudeur ne fait pas de la sous-extrusion. Si jamais vous avez de la sous-extrusion, vous pouvez ici augmenter un petit peu. Si jamais vous avez de la surextrusion, des gros bourrelets et tout, vous pouvez réduire ici. Baby step, donc comme je vous disais, ici on peut calibrer un peu plus le baby step en fait, on peut régler un peu mieux quoi. En fait, le baby step va vraiment jouer sur vraiment des micro pas, et ici en fait, le bed Z, c'est vraiment des gros pas, c'est un peu plus important quand on modifie. Voilà. Donc là, j'ai à peu près fait le tour du menu complet. Donc bah là, en gros, je vais stopper le print parce qu'il n'y a rien de spécial à voir. Après, vous pouvez voir qu'elle a bien commencé la première couche. Par contre, elle me fait des petites bouloches. Pourquoi? Parce que j'ai plus de plastique en fait. Là, elle imprime rien en fait, il n'y a rien qui sort. Là, je vais stopper le print, ça sert à rien de continuer. Je vous ai fait le tour du menu. Là, vous pouvez voir que ma first layer a été nickel sur tout le tour en fait. Voilà, si vous voulez voir. Là, c'est une première couche qui est nickel. Bon, après, les petits morceaux, là, comme je vous disais, c'est parce qu'il n'y a plus de fil. Il n'y a plus de fil dans l'extrudeur, donc il n'y a plus rien qui rentre quoi, en fait. Du coup, moi je vais devoir sortir le truc ici, je dois le dévisser et puis le sortir à la main, parce que en fait, dès qu'il est rentré dans l'extrudeur, comme on n'a pas de capteur, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas laisser le fil rentrer à l'intérieur, sinon vous ne pourrez pas l'enlever. Voilà, donc là on se retrouve pour la partie, on va faire un leveling. Alors on va faire un leveling en plusieurs étapes. D'abord on va faire un calibrage du plateau et ensuite on va faire un leveling du Z. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors dans un premier temps, il va vous falloir un post-it. Pourquoi j'utilise des post-it? Tout simplement parce que c'est plus fin que des feuilles de papier, ce qui fait qu'on a un meilleur leveling. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre la machine en préchauffe. Donc, du coup, vous allez la mettre en preheat PLA, comme je vous avais montré. Et ensuite, on va aller dans Motion. On va faire un premier home. En fait, on va faire un auto home pour vérifier que tous les axes fonctionnent nickel. Donc voilà, on fait un auto home. Voilà, on est nickel. Maintenant, on va aller dans Bed Leveling. Et la première étape, ça va être de faire un level corner. On va régler les 4 coins d'abord. On va commencer par ça. Donc, on fait level corner. On va se placer à un point spécifique du coin. Vous voyez, on a des petites molettes sur la machine. En fait, vous allez prendre votre post-it, vous allez prendre la molette et vous allez la déplacer légèrement jusqu'à ce que le post-it vienne frotter. Si jamais il frotte trop, c'est que vous êtes trop, donc vous pouvez descendre ou monter. Là, vous voyez, par exemple, je ne peux pas passer le post-it tout simplement parce que je dois être trop haut. Donc là, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le plateau soit suffisamment monté pour passer le post-it.
Là, on redescend un tout petit peu. Voilà. Et là, on fait cette étape pour les 4 points. Donc là, mes 4 points sont calibrés. On va faire celui du milieu pour vérifier s'il est bien placé. Ça permet de voir si on a un plateau qui est bien droit. Donc là, ça frotte juste, donc c'est bon. On est bien. Maintenant, on a une autre option, c'est-à-dire qu'on peut soit recommencer les 4 coins pour vérifier qu'on est pareil sur tous les 4 coins. Je vous laisse faire le soin de vérifier ça par vous-même, hein, je ne vais pas le refaire moi de toute façon. Après, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir faire la dernière étape, un level bed. Le level bed, c'est quoi? C'est comme si on avait un BL Touch, mais on n'en a pas. Donc du coup, là, c'est nous qu'on va le compenser. En fait, on va le compenser par le logiciel et mécaniquement. Donc du coup, on va faire un level bed. Et là, en fait, elle va faire un calibrage en 9 points. C'est-à-dire qu'en fait, elle va venir se placer à différents points. Et dans ces différents points, on ne va pas utiliser les molettes. On va utiliser notre bout de papier et le logiciel. Ce qui va se passer, c'est que là, en fait, on va se placer ici. Là, on peut voir que par exemple, ça frotte. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on tourne la molette jusqu'à ce que ça ne frotte plus. Elle fait monter légèrement le Z. Vous voyez là qu'ici, ça monte légèrement. Là, on est bien. Là, c'est bon, ça frotte. On fait ça pour le point suivant. Là, on peut remonter légèrement. Là, on est bon. Ici, il va falloir monter un peu plus. Là, ça frotte. Et en fait, on fait ça pour les 9 points. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, une fois que ça va être enregistré dans les proms, bon là, je vais le passer à l'arrache, je le referai pour moi. Voilà. Du coup, là, leveling done. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que quand on va imprimer, en fait, la machine sait que le plateau, il n'est pas forcément droit partout. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que la machine va faire une espèce de calcul, comme si on avait un auto-level, et elle va compenser le leveling du plateau, et on aura la meilleure première couche possible. Voilà. Donc là, je vous ai fait le tour du réglage. Donc là, on est bon. Alors, le bed leveling, en fait, on peut choisir ici bed leveling, on peut l'activer sur on. Si on l'active sur on, en fait, elle va utiliser cette compensation qu'on vient de faire. Si on met off, en fait, elle n'utilisera pas cette compensation, elle n'utilisera que le leveling en 4 points. Voilà. C'est quand même important de faire un leveling en 4 points, comme ça on est sûr d'avoir le plateau le plus droit possible pour pouvoir faire ce réglage-là. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais vous faire une petite présentation des objets que j'ai imprimés avec la machine et un petit tour global avec différents plans de la bécane. Voilà, donc on a fait le tour du calibrage, du réglage du plateau. Je vous ai montré un petit peu le menu, comment ça fonctionne et tout. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les objets que j'ai imprimés avec la machine. Alors, il y en a quelques-uns. J'en ai pas fait énormément non plus. Pourquoi? Parce que en fait, le plateau en 220 par 220, je l'utilise pas beaucoup non plus. J'utilise beaucoup mes machines en 30 par 30. Par contre, cette machine-là est quand même une excellente machine. Elle fait des belles pièces. J'ai pas eu de réglage spécifique à faire, hein. J'ai utilisé les profils qui étaient fournis avec la machine et ça a marché nickel. Mais après, si jamais vous voulez des profils plus poussés, je vous invite à venir sur le Discord de la chaîne. Vous pouvez venir. Il y a une petite communauté qui commence à se créer. On a beaucoup de personnes qui participent, qui entraident tout le monde. On a des rubriques pour les réglages et tout ça. Vous pouvez vous partagez vos réglages. Ou sinon, vous pouvez demander des réglages directement à toutes les personnes qui sont dans le groupe. Même moi, de temps en temps, je partage des choses. Hein, n'oubliez pas, je vais vous partager bientôt. Là, je vais partager la petite bague qui se met ici. Dans cette petite communauté, tout le monde partage. Hein. Si vous posez des questions sur des réglages et tout ça, en fait, n'importe qui peut vous répondre. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent l'impression 3D depuis longtemps. Il y en a d'autres qui débutent comme vous. Donc n'hésitez pas à venir sur ce groupe Discord. Ça peut être intéressant pour vous. Et puis ça vous permettra peut-être de rencontrer du monde et tout ça. Et en fait, le but, c'est de regrouper pas mal de makers, de passionnés, et de discuter entre nous. Voilà. Il y a pas mal de rubriques. Hein. Il y a des rubriques jeux vidéo, des rubriques geek, des rubriques bricolage, des bons plans. Il y a des liens affiliés pour acheter des machines et tout ça à des coûts réduits, avec des codes promo et tout ça. Donc il y a pas mal de petites choses qui sont en train de se mettre en place sur ce Discord. Voilà. Donc, je vais vous présenter les objets que j'ai fait avec. Alors, certains sont... Enfin, ça, c'est du PLA de chez Wanao. C'est du PLA Silk, hein, c'est le verre Silk que j'ai fait ça avec. Alors, c'est un vase. Alors, du coup, il est étanche. Je l'ai laissé depuis 2 semaines, en fait. 2 semaines qu'il est dehors, en plein soleil, et il n'a pas bougé. Il supporte bien le soleil, celui-ci, par contre. Il est très bon. Il est étanche. J'ai mis de l'eau dedans. En fait, j'avais mis de la flotte pour tout ce qui est les oiseaux hein, qui veulent boire. Je l'avais rempli quasiment à ras-bord, et il ne s'est pas évaporé. Ça pourrait faire un pot de fleurs. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est celui-ci que ça m'a foiré quand il y a eu le Thermal Runaway à cause de la bague. Là. En fait, ça a commencé à imprimer, c'était en train de faire, en fait, c'était dans ce sens-là que c'était en train de faire, c'était en train de travailler sur le côté le plus poussé, et en fait, le câble, il était en train de forcer. Parce qu'il n'était pas bien serré correctement, ce qui fait que du coup ça m'a fait un thermal runaway. Normalement le vase il aurait dû refaire un truc comme ça. Mais bon, ça l'a quand même réussi, c'est costaud, c'est solide, c'est pas en mode vase hein, par contre, c'est en mode vraiment remplissage avec des bords assez costauds. J'aurais pu le faire en mode vase mais ça m'intéresse pas, je voulais vraiment quelque chose de costaud. Au final, bon, même s'il n'a pas été fini, c'est pas grave. Il est quand même étanche, ça c'est bien par contre. Quand c'est étanche, ça veut dire que les couches sont bien soudées et que la machine fonctionne bien, qu'on n'a pas de sous-extrusion. Donc ça a été un très bon point.
Ensuite, j'ai fait une cabane à oiseaux. Alors, c'est une cabane pour mettre les boulettes de graisse, vous savez, pour mettre pour les oiseaux à l'extérieur. Vous avez le petit pied ici qui s'est fait. En fait, ça s'imprime dans ce sens-là. Et en fait, le petit pied ici, on peut voir que la double ventilation fonctionne super bien parce qu'en fait, on n'a pas d'espèce d'effet chantilly. C'est vraiment bien soudé, c'est propre, c'est lisse. Et franchement, l'impression est super belle. Après, j'ai des espèces de petites vagues par endroit, tout simplement parce qu'en fait, c'était ma courroie qui n'était pas réglée au niveau du Y. Elle était réglée, mais elle n'était pas très très bien réglée non plus. Ce qui fait que j'ai dû défaire les deux vis et les tirer un petit peu et la retendre un peu mieux. Sur les suivantes impressions, c'était beaucoup mieux. On n'avait plus l'espèce d'effet de petites vaguelettes, parce qu'en fait, ça faisait une espèce de vibration. Mais du coup, bah, en fait, la pièce en elle-même, elle est quand même jolie. Elle est quand même jolie. Après, sur du silk, ça se voit beaucoup parce que c'est brillant. Donc ça se voit beaucoup les déformations. Sur des PLA plus mat, ça se verrait moins. Donc j'ai fait un gros cube de calibration que je partage souvent, enfin je le partage à beaucoup de gens quand ils le veulent. Vous pouvez le trouver sur Thingiverse. Alors le cube de calibration de base c'est celui-ci. C'est un cube qui est prévu pour travailler les ponts. En fait les pentes, il travaille les ponts, les choses qui sont dans le vide, dans les cercles comme ça par exemple, c'est dans le vide au niveau du haut là. Si on met pas de support, c'est un cube également qui a un petit texte ici test pour voir si ça l'imprime super bien pour voir si la qualité est bien réglée au niveau de l'extrusion, de la buse, des hauteurs de couche, tout ça, ça vous permet de faire pas mal de tests. Ensuite, il est calibré aussi d'une autre façon, c'est qu'en fait, il fait du 30 par 50 de haut. Ça vous permet également de voir si la machine respecte les échelles. Dans celle-ci, c'est le cas. Elle respecte les échelles. J'en ai fait deux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai fait deux. J'en ai fait un avant de tendre la courroie et un autre après avoir tendu la courroie. J'ai pas eu de déformation spécifique sur les petits, parce qu'en fait, les petits, il n'y a pas trop de mouvement, donc on n'a pas eu de déformation visuelle. Mais ça a imprimé vraiment à la bonne échelle et c'est propre. J'ai fait également une petite tortue que j'ai fait pour ma fille en fait, j'en fais beaucoup des petites tortues. C'est un modèle qui est très intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait il a une espèce de pente au niveau du cou, et ça vous pouvez choisir de le faire soit avec des supports, soit sans support. Si vous le faites avec support, bah, ça vous évitera d'avoir des petites bavures sous le menton, mais après ça vous permet également de tester la machine, voir si la ventilation fonctionne bien justement comme je vous disais. Et celle-ci je l'ai faite sans support, et la ventilation a très bien fonctionné, en fait j'ai pas eu l'espèce de petite bavure sous le cou. Donc là la petite tortue elle est nickel, elle est bien réussie, je suis assez content. La petite chantilly au niveau de la queue c'est pareil, ça l'a bien réussi, la ventilation c'est franchement c'est bien. J'ai fait un petit bouton, là ça c'est pour ma CNC, c'est un petit bouton pour piloter l'axe en fait Z pour le faire monter ou descendre. Même la petite molette, là ça l'a bien réussi. Alors c'est que du PLA, j'ai imprimé que du PLA avec, parce que du PETG ben, j'en ai plus. Et en fait j'en commande pas parce que j'en utilise pas du PETG. Pour moi c'est trop fragile. C'est beaucoup de dire ouais mais le PETG c'est super solo, c'est super costaud et tout. Non le PLA, enfin le PETG c'est fragile. C'est fragile, ça ne enfin c'est costaud, hein, c'est dur, c'est quand même bien. Mais aux impacts ça ne résiste pas, ça explose direct, ça éclate en morceaux et pour ça le PETG je supporte pas. Ça a une très faible résistance aux impacts. Après, il y a des PETG peut-être qui seront renforcés en carbone et tout ça, qui seront plus solides, mais voilà quoi. J'utilise du PLA essentiellement sur ces machines-là parce que bah voilà quoi. Je pourrais faire de l'ABS, mais l'ABS je le réserve que sur des machines fermées qui sont prévues à cet effet-là. Voilà, donc on se retrouve pour la conclusion de la artillerie Hornet. Vous pouvez voir que juste à côté de la artillerie Hornet, j'ai posé la artillerie Genius. Pourquoi? Parce que certains vont me demander, mais alors, qu'est-ce qu'on choisit? On prend la Genius ou on prend la Hornet? La Hornet, le budget, c'est un billet de 100 euros de moins quasiment. La Genius, vous pouvez quand même la trouver des fois à 250 euros, ce qui se place quand même assez bien. Si vous pouvez, partez sur la Genius. Pourquoi? Parce que la Genius, elle a les meilleures features. On a un double Z, on a un extrudeur Titan Volcano, on a un double Z synchronisé avec une courroie en fait. Enfin, c'est un seul stepper Z, mais en fait, on a la courroie qui est synchronisée derrière avec une poulie. Donc, du coup, ça permet quand même d'avoir un Z qui est beaucoup plus stable. Après, la Genius, on a un plateau en 220, on a un écran tactile MKS, on a pas mal de petites features, on a un port USB, on a pas mal de petites choses. On n'a pas de Wi-Fi par contre, hein. Ça, je vous le ferai plus tard, la petite mise à jour du Wi-Fi. Il y en a plein qui me demandent comment on va faire pour souder le truc. Je vais vous la faire plus tard, mais ça se fait pas comme ça. Il faut que j'achète le module Wi-Fi, enfin le petit truc à souder, il faut que j'achète tout ça. Le problème, c'est que le budget, ben, pour l'instant, j'ai pas de budget. J'ai pas de budget, c'est pour ça que j'ai fait une cagnotte. Et à chaque fois qu'il y a du budget qui rentre un petit peu sur la cagnotte, c'est pour finir déjà les autres projets qui sont en cours, qui était déjà prévu depuis longtemps. Hein, il y a le projet OpenRC, là il est quasiment complet, il manque plus grand chose. En fait, j'attends quelques petites pièces, en fait, comment dire, les différentiels et tout ça. Donc c'est pour ça, ça arrive petit à petit, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est juste que bah, je suis pas riche et malheureusement, bah, je fais comme je peux. Donc voilà. Donc le choix entre les deux. Alors, la Hornet est une très bonne machine. Je ne dis pas qu'il faut choisir tout de suite la Genius, hein. Si vous n'avez pas de budget, enfin, vous avez un budget pour commencer, vous pouvez prendre tout à fait la Hornet. C'est une très très bonne machine. Vous avez vu les objets que j'ai imprimés avec, sont propres. Vous vous ferez plaisir avec. C'est un écran à l'ancienne, mais par contre, vous avez vu que vous avez max d'options que vous n'avez pas sur un MKS, hein. Par contre, ça, je vous précise tout de suite que niveau options, vous avez beaucoup plus d'options sur la Hornet. Vous pouvez régler les pas par millimètre, vous pouvez tout faire sur la Hornet. Vous avez une machine avec une carte SD. Là, on a la clé USB en plus. Bon, ça peut être cool d'avoir une clé USB en plus, c'est sympa.
Sur celle-ci, on n'a pas de plateau en 220, malgré l'étiquette, c'est un plateau en 24 volts, mais qui chauffe quand même assez vite parce qu'il est petit, donc ça chauffe vite. On a, on a des petites choses intéressantes, on va dire le look est... Moi, franchement, le look, j'aime bien le look de la Hornet. Franchement, le look jaune comme ça, je trouve ça classe. J'aurais vu un petit rappel jaune ici. Vous voyez là sur la Genius, on a un petit carénage bleu en haut. J'aurais vu un petit rappel de jaune en haut, ça aurait été sympa, je trouve. Une espèce de petite poignée pour la porter, ça aurait été bien. En fait, de mouler une espèce de poignée dans le haut, ça aurait été bien. Mais après, bon, ça, vous pouvez l'imprimer, justement. Vous pouvez vous acheter du jaune, comme je vous disais, de cette couleur-là. C'est du jaune melon, par exemple, si vous cherchez sur certaines marques. Après, niveau Pantone, je sais pas quelle correspondance ça compte, mais vous pouvez trouver facilement ce jaune, je pense, sur Internet. Vous pouvez le trouver en filament, quoi. Donc, du coup, vous pouvez vous faire une petite poignée de la même couleur, quoi. Après, faire des petites touches de jaune par endroit. Vous pouvez mettre des petites gaines en caoutchouc aussi, également, quoi. Mais bon, après, c'est... Je veux dire que pour commencer, c'est une très bonne machine qui peut vous plaire. Et franchement, il y a des concurrentes derrière, hein. Vous pouvez voir la D12-230 par exemple. Vous avez quoi, des Under 3 V2, des trucs comme ça. Mais franchement, Artillery fait son petit bout de chemin de son côté et je trouve qu'il fait des bonnes machines qui sont faites par des passionnés. Franchement, on voit qu'Artillery, c'est des passionnés. C'est pas des machines qui sont clonées des autres en fait. C'est pas un truc standard avec juste, voilà, on prend quelques composants, on fait ça et puis voilà, on a une tambouille toute prête. Voilà. Non, Artillery, ils ont leur petit truc à eux. Ils ont, tu vois, vous voyez là, ils font des carénages, ils font des caches et tout ça. Là, ils ont mis un volcano avec un. Enfin, je veux dire, il y a des petites choses qui sont réservées à eux. Platon 220 sur une 230, c'est rare. Et on l'a là. On a une machine qui est vraiment propre. La Hornet, c'est pareil. Ils ont pris le. C'est comme des voitures, des fois, quand ils vont lancer un concept car et tout ça, qui vont pousser le modèle un peu plus loin. Là, en fait, Artillery, ils ont vraiment poussé le modèle. Ils ont fait quelque chose de joli, je trouve. Il y en a qui vont dire j'aime pas, c'est moche et tout ça. Bah, ceux qui disent ça, bah, chacun ses goûts, hein, c'est comme ça. C'est comme pour tout, hein, les bagnoles, il y en a qui vont aimer certaines marques, il y en a qui vont aimer d'autres marques. Pour l'informatique, vous allez prendre un boîtier de PC, vous allez prendre un autre truc, vous allez prendre. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que d'avoir des modèles qui se diversifient, vous avez plus de choix. Niveau électronique, mécanique et tout ça, franchement, les deux sont similaires, c'est proche, quoi. Mais je veux dire qu'on est quand même sur des produits qui sont bien, qui sont bien. Vous pouvez faire le choix entre l'une et l'autre. Il y a un billet un peu plus gros sur la Genius, il est justifié après. Mais bon, la Hornet, franchement, je vous dis, si vous voulez, enfin, si vous voulez une note sur 5 sur la Hornet, je lui donnerai 4,5 sur 5. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a tout ce qu'il faut pour cette machine de ce style de gamme. Elle a tout. Elle a tout ce qui me plaît dessus. Il y en a, ils vont dire, ah, il n'y a pas de Wi-Fi. Bon, on s'en fout du Wi-Fi parce que franchement, le Wi-Fi sur Cura, je vous garantis que ça rame. Ça rame et non seulement ça marche que quand ça veut. Le Wi-Fi sur celle-ci, on peut le mettre, hein, mais je vous garantis que ça va marcher que quand ça veut. Si vous envoyez un gros G-code, il y a une chance sur deux que ça va planter avant de l'avoir envoyé. Enfin, le Wi-Fi, c'est bien, mais franchement, je vous dis, vous prenez la clé, vous mettez sur votre ordinateur, vous revenez, vous remettez la clé. Ça aura mis peut-être moins de temps que le temps de Wi-Fi transfère le fichier sur la carte. Donc voilà. Donc ben, je remercie Artillery de m'avoir envoyé cette machine-là, de m'avoir aussi également proposé de tester la Genius la dernière fois. J'attends de voir ce qu'ils vont me proposer par la suite parce qu'ils ont une nouvelle machine qui doit arriver, hein, la remplaçante de la X1. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont sortir parce que franchement, ils sont bien partis pour faire des bonnes bécanes. Artillery, j'aime bien ce qu'ils font. Donc voilà. Donc je vous dis à tous à bientôt. Lundi prochain, n'oubliez pas, c'est la vidéo sur la longueur LK5 Pro, qui est une très bonne machine. Elle est en train de travailler également. Je vous ferai qu'une partie, ça sera exactement comme ça. Là, il y aura la vidéo. Par contre, il y aura un petit montage en timelapse accéléré. J'ai quand même fait un petit montage, j'ai pris le temps de le filmer en accéléré. La LK5 Pro, c'est une très bonne machine qui m'a surpris, malgré qu'elle a des petites choses qui sont pas non plus. Il y a certaines choses qui vont déplaire à beaucoup. Voilà. Donc voilà. Lundi prochain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, par contre, les vendredis, je vous fais des petits vlogs de temps en temps. Enfin, c'est pas forcément le vendredi, hein, ça peut être dans la semaine, je fais des petits vlogs. Là, la CNC, j'ai tout reçu. J'ai reçu les roulements hier. Enfin hier, là, on est lundi pour vous quand vous allez voir la vidéo. Je les ai reçus samedi matin. J'ai tout. La CNC, elle est complète. Donc du coup, ce que je vais commencer à faire, ça va faire des petits épisodes. Je vais vous faire des petits épisodes sur l'assemblage du portique, des assemblages sur la base, tout ça. On va faire des petits épisodes sur ça. Et en fait, la CNC, une fois qu'elle sera finie, c'est elle qui va amener le projet R2D2, parce qu'il y a des choses qui vont être découpées pour R2D2. Tous ceux qui n'aiment pas le blabla, là, vous pouvez quitter, c'est fini. Hein. C'est fini, vous pouvez rentrer chez vous et quitter le téléphone si vous n'aimez pas le blabla. Parce qu'il y en a certains de temps en temps qui viennent me dire qu'ils n'aiment pas le blabla. Donc bref, pour ceux qui se sentiront visés, vous pouvez quitter la vidéo, c'est fini. Pour ceux qui veulent entendre un petit peu ce qui va arriver, je vous en parle souvent en vlog, mais bon. La CNC, ça va arriver, donc du coup, il y a BB8 également. Je suis en train d'imprimer tous les panneaux sur la LK5 Pro et sur la D12300, que vous aurez la vidéo si l'autre lundi d'après, hein, la D12300, vous aurez la partie 2 avec toutes les pièces que j'aurais fait avec. Je veux dire, le projet BB8, c'est pareil, je vais vous le présenter entièrement. Je suis en train de tout refaire propre pour bien vous présenter différentes étapes pour ceux qui voudraient se faire un BB8 par exemple. Ou même un R2D2, hein, tout ça, ça peut être intéressant. Après, le projet OpenRC, c'est pareil, il va arriver au fur et à mesure.
En fait, j'ai des épisodes là jusqu'à l'été. Là, je suis peinard pour ça jusqu'à l'été. J'ai du boulot à vous présenter et ça va arriver. Comme j'ai une bonne surface d'atelier là pour travailler, j'ai un gros plan de travail. Je peux travailler tranquillement maintenant. Je peux vous faire des vidéos. Donc voilà. Pour ceux qui voudraient continuer à participer à la cagnotte, je remercie la personne là, qui a fait un don il y a récemment. Là, il y a eu un don. Je te remercie. Franchement, merci à toi. Ça a permis du coup de terminer d'avoir des pièces pour la CNC qui manquaient. Il y a d'autres petites choses que je voudrais financer, des caméras, des trucs comme ça, parce qu'en fait, j'ai plus que mon téléphone, j'ai plus de caméra à côté. Donc j'aimerais financer une petite nouvelle caméra d'occasion, quoi. Enfin, un truc forcément bien cher. J'ai regardé sur Google, enfin sur différents sites, sur Rakuten, tout ça. Il y a un autre site qui vend des appareils photo et tout. Après, s'il y a des marques que vous connaissez qui participent aux youtubeurs, qui veulent filer du matériel, ou prêter du matériel, je suis ouvert, hein. Si vous voulez me prêter du matériel, même à long terme, des caméras, des trucs comme ça, je suis ouvert. Après, enfin, j'aimerais bien améliorer la qualité visuelle, donc ça serait du matos qui serait un peu bien, quoi. J'aimerais bien me récupérer. En fait, j'avais revendu mon Lumix G7 à cause de problèmes personnels. J'aimerais me le racheter, en fait, d'occasion. J'en ai trouvé des pas trop chers, des Lumix G7, et ils faisaient des belles vidéos, donc voilà. Je regrette de l'avoir vendu. Franchement, il y a des fois, on n'a pas le choix, quoi. C'est comme ça, on doit avancer, et puis voilà, quoi. Donc voilà. Je remercie toutes les personnes qui suivent ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, pour partager les vidéos. Venez sur le Discord, on est nombreux, on commence à avoir du monde. Donc voilà. À bientôt. C'était Christophe pour NeoProDFX.